Plus aucun politique, quel que soit le parti, de gauche ou de droite, ne peut se permettre d'ignorer la question écologique. Et c'est là où, à nouveau, l'échelle du territoire me paraît fondamentale, parce que c'est là qu'on va pouvoir donner à voir. Si l'écologie est la priorité, la lutte contre les émissions de CO2, la préservation de la ressource naturelle, la protection de la ressource en eau, comment faire de l'économie? Comment faire de l'aménagement? Comment faire des mobilités? Comment imaginer également l'évolution de nos organisations territoriales? Et puis aussi, surtout, comment imaginer l'évolution de notre système fiscal, qui repose essentiellement sur le développement et sur la consommation foncière. Il y a un certain nombre de sujets sur la mobilité qui ont largement avancé. On a vu effectivement une accélération. La grande majorité des habitants ont pris conscience de cette problématique-là et attendent des résultats. Par exemple, la rénovation de leur logement. On a souhaité poser cette question sur 3 territoires très différents. Un territoire rural, la communauté de communes du Bugey Sud. Les effets du réchauffement climatique sont visibles de plus en plus sur notre territoire. Un territoire périurbain, l'agglomération Seine-Nord. Préoccupation d'un développement durable vraiment soutenable, mais d'un développement. Et un territoire urbain, la métropole d'Orléans. Il y a quand même une prise de conscience qui est là. On en est où dans l'organisation? On en est où dans la fabrique des réponses? Pour cela, on a été accompagné de 4 chercheurs, 2 géographes, 2 économistes, qui ont organisé des ateliers sur ces 3 territoires. Nous n'avons pas de vérité, nous n'avons pas écrit le film. Ces ateliers nous ont permis de nous interroger sur où on en était de ces politiques écologiques au niveau intercommunal. Face aux objectifs nationaux, on a une marche énorme à franchir. On se retrouve avec des agriculteurs qui nous disent comment nous aider dans nos transitions. La ruralité, pour vous, n'est pas une excuse au fait de changer de modèle. Je trouve ça extrêmement fort. Quand on a fait l'inventaire, effectivement, tout le monde est le beau, tout le monde est le gentil, c'est le monde des bisounours. Mais dans la réalité, effectivement, on n'est pas prêt à changer du jour au lendemain. C'est un territoire de confluence. On est le long de la vallée de la Seine et avec des rivières qui confluent et au milieu de la forêt. 40 000 emplois, essentiellement dans la sphère industrielle. Et pour autant, on est aussi un territoire extrêmement riche sur le plan de la biodiversité. Le territoire s'est urbanisé plus 40 ou 50% dans les 40 dernières années. Il y a eu une montée en puissance de la volonté d'avancer et de la volonté de mettre la transition vraiment au cœur des politiques pour en faire cette colonne vertébrale. On considère qu'on est dans un environnement plutôt privilégié. On voit quand même des signaux qu'il faut qu'on s'inquiète de ça et de ne pas considérer toutes ces choses comme des acquis. Notre projet de territoire a fait de son axe 2 une priorité environnementale. Et donc, toutes nos politiques publiques, et c'est la commande de nos élus, doivent passer par le tamis environnemental et développement durable. Ce qu'on a constaté, à travers notamment des visites dans les territoires, c'est cette évolution effectivement assez paradoxale entre une prise de conscience accélérée et un élargissement des préoccupations environnementales, beaucoup de climat, mais aussi la perte de biodiversité et la question des ressources, et en même temps un raidissement très fort des positions. La prise de conscience citoyenne et politique, il n'y a plus de discussion. Je le vois budgétairement. C'est un territoire qui fait preuve d'ingéniosité et de créativité, alors même que on n'a pas des moyens démesurés. Chacun dit que c'est bien de faire du développement durable, de prendre le bus, de prendre le vélo, mais j'ai l'impression qu'on le fait pas, et je me mets dedans, on le fait pas forcément tous. Ce serait vraiment cool qu'on soit plus vus comme les hippies qui veulent mettre un peu de vert partout. C'est vrai qu'on arrive aujourd'hui sur des blocages de fond. Lorsque je vous écoute, j'ai entendu une fois le mot d'urgence. J'entends plus la question de la transition, effectivement c'est un peu plus rassurant. Le reste du chemin à parcourir est terriblement difficile. On fait beaucoup de choses, c'est bien, mais c'est pas suffisant. On dégrade moins qu'on ne dégradait à un moment donné, mais on continue à dégrader et surtout, on continue à utiliser davantage de ressources que la planète est en capacité de régénérer. Donc on n'est pas au rendez-vous des questions qu'on pose. C'est pas un changement d'époque que nous vivons, c'est un changement d'air, avec des transformations qui sont absolument incroyables. Et ce sentiment de vertige qui est vécu par nos concitoyens, l'est aussi par les élus. Qu'est-ce que sera la planète dans un siècle? Là, il y a des enjeux qui posent l'avenir du monde et l'avenir de nos sociétés.
La peur, c'est sans doute le pire des ennemis dans la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je crains qu'on ne puisse plus trop s'accommoder, qu'il faille véritablement accélérer très 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 fortement. Alors que le temps, on n'en a plus, puisqu'on a des contraintes maintenant nationales qui nous donnent des timings très très resserrés pour diminuer. Mais c'est dans l'intérêt de tous, parce que sinon tout va se casser la gueule. Parce que c'est ce qui est en train de se produire. Quand on produit en France, on produit dans un cadre européen qui est bien évidemment bien plus exigeant que le cadre chinois ou indien ou même américain. Et donc c'est ça qu'il faut promouvoir. Certes, on a des normes qui sont exigeantes et parfois tatillonnes, mais en réalité, elles participent bien plus grandement que les autres à la réduction des gaz à effet de serre, la préservation de nos ressources. Donc nous, ici, produisons éco-responsables, et plus il y aura d'industrie, plus il y aura de production éco-responsable. Les transformations, les virages qu'on est amené à prendre risquent d'avoir des conséquences sociales extrêmement fortes, d'où la nécessité de maintenir un développement. Et si on n'a pas de développement, on ne peut plus se payer son contrat social. On a une responsabilité vis-à-vis de la région, vis-à-vis de l'État. On est sur l'axe Seine, il y a un vrai enjeu. L'élément clé, c'est l'emploi. Et puis, développement économique et préservation de l'environnement, ce n'est pas incompatible. Moi, j'ai le sentiment que les industries n'ont pas attendu les territoires pour se poser ce type de questions. Si certains territoires doivent se développer et que d'autres se développent moins, il faudra bien qu'on ne les laisse pas sur le bord du chemin. Des compensations financières pour nous aider à préserver ces poumons, pour le bien de tous. Si on arrive à transformer le territoire dans ces différentes dimensions, on amènera d'autres entreprises, d'autres personnes à se dire « ce territoire, je me vois bien y vivre ». Je crois qu'aujourd'hui, fondamentalement, ce qui manque, c'est de chiffrer le coût environnemental du développement. Il faut qu'il rentre dans l'équation. Autrement, le débat, il est complètement faussé. La disparition de la biodiversité, ça nous explose à la figure encore plus vite que les sujets climatiques. L'activité intercommunale, elle doit systématiquement préserver, régénérer le vivant. Nous avons atteint, lundi dernier, le jour le plus chaud jamais atteint sur la planète. Chaque année, on atteint un palier supérieur en matière de température. Plus vous augmentez la température de manière intense, plus vous allez augmenter le flux d'évaporation massif. Ça fait partie de ce modèle qu'il va falloir réinventer en laissant cette eau pénétrer dans nos villes. On est dans un pays qui est peu dense, mais dans lequel il y a du monde de partout. Au nom de l'égalité territoriale, on a commencé à éclater les fonctions et éclater les équipements et les services. Et en fait, on a déstabilisé les centralités. Cette promesse historique de la décentralisation, d'un droit au développement de tous les territoires au nom de l'égalité territoriale, ça n'est plus tenable. Ça n'est pas compatible avec les enjeux environnementaux qu'on doit traiter. Le mitage est partout. Et il est anti-économique. Parce que quand on fait un lotissement au milieu de nulle part et qu'il faut amener l'eau, l'électricité, les routes goudronnées, tout en termes de dépenses publiques, c'est un gouffre. Chez nous, le foyer normal, c'est composé d'une personne. Pour chaque maison individuelle, c'est 1600 m² de terrain qui sont artificialisés. Ça nourrit une concurrence entre les territoires et ça nourrit aussi une concurrence à l'intérieur même des territoires, avec effectivement un coût fonctionnel qui est important, mais aussi un coût environnemental qui est considérable. Et on voit bien qu'on n'arrive pas à sortir de ce logiciel-là. On a créé un village d'entreprises. Ils nous disent oui, mais moi j'ai besoin de surface. Il n'y a pas beaucoup de territoires en Normandie qui peuvent proposer un terrain de 50 hectares. On est au bout du modèle. On est au bout du modèle. On ne sait pas concevoir la trajectoire d'un territoire en dehors d'une logique de développement. On fait 30 fois le tour de la Terre pour venir travailler ici. Il y a autant de gens qui partent de ce territoire pour aller travailler à la métropole que de gens de la métropole qui viennent travailler chez nous. Comment se déplacer dans un secteur rural, c'est vraiment la priorité numéro 1. Sortir de la voiture individuelle, pour nous, c'est un vrai défi. Et est-ce qu'il n'y a pas des types d'emplois qui ont moins recours à la robotique, pour lesquels il y a aussi des opportunités de croissance? L'autre point essentiel, c'est la croyance que quelque part, on n'a pas besoin de faire l'effort de changer nos modes de vie et nos modes de production. Les marchés vont s'adapter d'eux-mêmes à condition de leur donner l'information. Et ça aussi, je pense que c'est une illusion. Le marché, il garde sa même logique, toujours plus produire, toujours accumuler. Toutes les décisions aujourd'hui,
elles doivent être motivées par un bénéfice économique et un bénéfice social qu'on doit mettre en perspective d'un coût environnemental. Et soyons honnêtes, on ne le fait pas ça. L'Interco, elle est mal à l'aise avec la question environnementale. Parce qu'au départ, l'Interco, c'est fait pour faire du développement. Et là, aujourd'hui, on est en train de dire que dans un monde fini, tout le monde ne se développera pas indéfiniment. Il y a un paramètre qui est déterminant dans l'évolution de nos sociétés, c'est la science et la connaissance. Après, c'est ce que nous en faisons qui permet de savoir si c'est plutôt positif ou négatif. On pense aux panneaux photovoltaïques, à économiser l'électricité, à économiser l'eau avec des récupérateurs. On ne pourra pas endiguer les problèmes du changement climatique en gardant le même mode de vie, même si on a de grands progrès technologiques. Sur la biodiversité, on est très en retard. Et l'adhésion est difficile. Ce sont des actions sur 10, 15, 20 ans. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de raisonnement en silo? C'est quand même une terre d'eau. Il y a des rivières, il y a des lacs, il y a des cascades. Mais il y a eu des tensions. D'ailleurs, on a eu des coupures d'eau cet été. Non seulement on n'est pas d'accord sur les solutions, mais en plus, on a une prise de conscience variable suivant les types d'enjeux. Plus les dommages sont directs et visibles, mieux ils sont pris en compte. Il faut forcément basculer dans cette logique de conditionnement du développement au respect des limites environnementales du territoire. Le point n'est pas de dire que les intercos doivent abandonner leur mission de développement. Elles doivent abandonner leur mission de développement marchand quantitatif. On doit viser le bien-être des populations autrement qu'en produisant toujours plus de valeur marchande. La vraie question à se poser, c'est quel type de croissance est-ce que nous voulons? Parce que ma conviction, c'est aussi que les territoires qui auront le plus, le mieux, les premiers à intégrer cette question écologique dans leur logique économique, seront aussi des territoires qui seront gagnants. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut aller vers un type de croissance qui soit qualitative. Ça implique de changer des indicateurs et ça implique de se poser la question de savoir à quel moment est-ce qu'une croissance quantitative va servir une croissance qualitative et à quel moment est-ce que ça ne va pas être le cas. Et je pense que vous devriez pousser aussi, si je peux vous donner un conseil, pour que les indicateurs qui déterminent vos ressources soient plus seulement des indicateurs de développement quantitatif, mais qu'il y ait toute une série de critères qualitatifs aussi sur la qualité des services que vous rendez qui déterminent les ressources dont vous disposez. L'absence de perspective et de compréhension du milieu fait que chacun est en situation de revendiquer son usage des ressources pour son propre compte. Au fur et à mesure que nous sommes face à des réactions de l'environnement et à une raréfaction des ressources, ça nous oblige de plus en plus à raisonner milieu, c'est-à-dire système d'interaction complexe. Il doit y avoir un changement radical de passer de politique publique de l'environnement, c'est-à-dire on s'occupe de quelque chose, à des politiques publiques qui s'inscrivent dans un milieu, c'est-à-dire qui se conçoivent comme partie prenante d'un ensemble dans lequel il y a à la fois de l'air, de l'eau, du paysage, du sol, des êtres vivants. On a la chance d'avoir de très belles entreprises qui nous permettent d'avoir de la fiscalité d'entreprise importante sur ce territoire, qui nous permet d'avoir des marges de manœuvre. Notre système fiscal et les transferts qu'on reçoit de l'État sont indexés sur une vision complètement quantitative du développement, c'est-à-dire une logique de croissance. Plus on consomme de foncier et plus on perçoit de recettes. Donc il y a peut-être un modèle à changer, à faire remonter au niveau de nos parlementaires. Si demain, l'écologie est la matrice de nos politiques communautaires, alors ça veut dire que l'intercommunalité est un cadre d'activation où on peut aller chercher de nouveaux financements qui sont générés par l'économie de la transformation. S'échappant le plus possible de cette obsession d'aller tirer des recettes fiscales sur des vieux systèmes qui les génèrent, et notamment des systèmes extensifs, prédateurs, et qui sont un système de croissance qui génère plus de problèmes qu'ils n'apportent de solutions fiscales. Il faut s'extraire de tout ça. Clairement, si on débranche, si on déconnecte totalement la fiscalité économique du territoire, il y a un risque. Il n'y a plus personne qui va vouloir accueillir d'entreprise. C'est très clair. On sent que les mentalités commencent quand même à évoluer au niveau des élus en termes de réduction de la consommation foncière, puisque auparavant c'était plutôt vécu comme un vrai frein.
Mais il y a une question à se poser, c'est faut-il installer du développement économique? C'est aujourd'hui des questions qui se posent au sein du Conseil métropolitain. S'échappant le plus possible des attitudes qui sont aujourd'hui celles d'une intercommunalité, je dirais, qui travaille bien, aller chercher le plus possible d'argent à l'étage au-dessus, la région, l'Europe, l'État. Le fonds vert, il est là aujourd'hui, sauf que nos projets, ils n'ont pas tous la même temporalité que celle des services de l'État. C'est pas ça la transformation. C'est pas ça mettre l'écologie au cœur de nos politiques territoriales. C'est générer ses propres sources de financement. Avoir des mécanismes de financement de la transition écologique dont on n'a aucune assurance de la pérennité, c'est pas très facilitant pour nos élus pour prendre des décisions et impulser du changement. Si l'écologie est la matrice de nos politiques communautaires, c'est qu'on a de nouvelles sources de financement. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui bloque? Les blocages locaux, territoriaux. Le législateur impose des choses, mais il n'impose pas des choses sur tous les domaines. Sur la biodiversité, il n'impose rien. Sur les usages du monde agricole, encore moins, puisqu'on finance les pesticides avec 40% du budget européen. Ne marchons-nous pas sur la tête? On est un peu impuissant aussi, à notre taille de collectivité. Parce que derrière, sur le sujet agricole, c'est plus la région qui devrait se bouger si on reste sur des collectivités plutôt locales. Est-ce que le problème, c'est le millefeuille en lui-même, ou est-ce que le problème, c'est qu'il y a des échelons qui prennent pas leurs responsabilités? D'abord, le levier, il faut quand même pas se cacher, c'est la loi, la réglementation, enfin c'est tout ce qui est imposé quand même. Simplifions les choses. Je crois qu'on a un vrai problème de gouvernance publique dans ce pays. Ce ne sont plus les grands serviteurs de l'État. Là, c'est la technostructure qui est pris une sorte de pouvoir et qui dégueule en permanence de la réglementation dont elle ne sait même plus comment on l'applique. Je l'ai vécu en tant que parlementaire. Ce serait très intéressant de savoir quelle est l'organisation territoriale qui va nous permettre de faire la révolution écologique quand même. Ce que je trouve déplorable, justement, c'est ce manque de coordination que l'on voudrait tous avoir au niveau national. Rien n'empêche les territoires, à un moment donné, de se saisir de sujets, de devenir vertueux. En fait, pourquoi l'État produit des normes à un moment donné? Parce que les territoires ne se saisissent pas des sujets. On a une multitude de PLU, de RNU, de cartes communales. Et c'est comment on fait passer une volonté de développement durable du territoire dans ces documents-là. C'est important d'avoir un projet global qui est pensé collectivement et qui définit des normes réellement contraignantes pour pouvoir créer les politiques au niveau local ensuite. Les enjeux environnementaux, ils sont multiscalaires et systémiques et transversaux. Tant qu'on reste dans des silos, tant qu'on reste dans chacun dans son... on n'y arrivera pas. Donc la vraie question, c'est la question de la coopération. On a en face de nous des maires qui ont l'impression d'être dessaisis d'un certain nombre de prérogatives au profit d'une intercommunalité qui grossit. Une intercommunalité aujourd'hui, c'est obsédé par l'idée de la négociation avec les communes. C'est toute la question des dotations de solidarité communautaire, des attributions de compensation. Tant qu'on est dans ce bras de fer, on ne trouve pas de nouvelles formes de financement. Une petite commune n'a pas suffisamment les moyens de s'en sortir seule. Donc il va falloir aussi qu'on embarque ces élus. Parce que de toute façon, comme beaucoup de choses se passent à l'agglo, c'est l'intercommunalité qui est la bonne échelle pour faire tout ça. On peut se permettre de porter des choses qui feraient peut-être pas l'unanimité. Quand on touche les sols, évidemment, ça a des conséquences sur le climat, ça a des conséquences sur la capacité du sol à absorber du carbone, sur le cycle de l'eau, etc. Donc on ne peut plus traiter ces différentes politiques en silos. Elles doivent impérativement être pensées ensemble. Et la meilleure entrée pour ça, c'est l'échelle territoriale. Si demain l'écologie était la matrice des politiques communautaires, ça voudrait dire que l'intercommunalité tout entière serait dédiée à l'objectif de transformation. C'est l'institution du changement, quoi. C'est l'intercommunalité comme institution du changement, et c'est une œuvre ouverte pour une génération entière. L'interco, c'est au départ la coopération. Donc il y a une culture de la coopération qui peut l'amener à mieux se saisir des questions environnementales. Il faut un récit, comme on dit souvent, et une capacité politique de dire « ça, c'est mon chemin ». C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut me donner les clés avec mon équipe, parce que moi, je veux aller là-dessus. Ce qui me paraît compliqué, là, c'est de décloisonner, en fait, d'arriver à ce que ça soit pris en compte dans tous les projets. On ne peut pas tout concilier tous les usages. Il faut qu'on fasse un choix stratégique. L'interco, c'est une gouvernance qui est relativement faible. Aujourd'hui, ce n'est pas des consensus qu'il faut faire, c'est des compromis. Il y a des compromis au sens, il faut faire des vrais choix. On est vraiment à un moment où on
peut vraiment changer la façon de faire. Mais bien sûr qu'il y a des résistances, parce que tout ce qui implique un changement dans nos approches, dans nos habitudes, on aura toujours des résistances, des freins au changement. Donner un cap qui démarre tout de suite, le plus vite possible, mais qu'on sait tenir en faisant des erreurs, mais en les corrigeant. Donc après, le temps pour justement faire autrement, il faut arriver à se le donner, il faut arriver à nous le donner aussi. Le passage de la copropriété à la coopérative, il s'agit plus seulement de gérer en gros ce qui se passe à la marge des communes, entre les communes, mais de plus en plus pour l'ensemble des communes, c'est-à-dire ce qui est commun. Et quoi de plus commun que le milieu ? L'urgence climatique qu'on évoque, elle nécessite de se raisonner, de se dire il faut absolument qu'on travaille ensemble pour limiter notre empreinte. Et voir par quoi on commence. Faire bénéficier cette friche à l'ensemble des habitants du territoire. Il faut créer de la valeur d'usage dès le départ. Et là, il faut complètement changer pour se porter vers quelque chose qui est en partie inconnu. Et il faut le faire ensemble. Il ne faut pas que nos amis des villes autour proposent du foncier pas cher. Dans cette structure-là, moi, j'ai pas peur de la concurrence des autres communes. Il faut qu'on arrête de faire chacun chez soi et chacun pour soi. Il faudrait arriver à sortir de ces logiques de concurrence de territoire et non pas faire sortir des projets parce qu'il y a un financement. C'est de repartir du besoin. On ne pourra pas faire l'économie de ce travail en interterritorial. Est-ce qu'ils ont donné une contrainte budgétaire? Ça coûte énormément cher. Pour l'instant, on rêve pas. La mutualisation des équipements, c'est sans doute une clé de la réussite pour éviter de continuer à dépenser des surfaces, de l'énergie. Dans l'existant, il y a des choses qu'il faut pérenniser, valoriser. L'écoquartier, on peut faire du qualitatif, mais en ville et pas en périphérie. Ça va pas forcément beaucoup impacter la biodiversité. Le projet de territoire, c'est une vision partagée. L'intercommunalité, c'est bien ce grand ensemblier, celui qui va faire en sorte de permettre sur son territoire que toutes et tous nous soyons engagés vers une transition écologique dans laquelle chacun se reconnaît et se retrouve. Si demain l'écologie est la matrice des politiques communautaires, ça signifie que les intercommunalités ont réussi à chambouler leurs organisations techniques et politiques, autrement dit leurs organigrammes, c'est-à-dire l'organisation des services, d'une part, la répartition des fonctions politiques, d'une façon plus claire encore, la distribution des vice-présidences au sein du bureau. Ces deux modalités-là, structurantes, doivent être revisitées. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on arrive à montrer, entre guillemets, de simple, qui va dans le bon chemin et dans la bonne trajectoire, au service d'un projet qui finalement est multi-cible et répond à plusieurs enjeux et pas à un seul? Comment on identifie le retour sur investissement et le coût de l'inaction? Ça veut dire se libérer de cette sectorisation technique qui fait de l'organisation des services un champ extrêmement cloisonné, où on a énormément de mal à faire ce qu'on invoque depuis qu'existe l'intercommunalité, à savoir la transversalité. C'est intéressant que aussi nous, on puisse vous dire si on s'y reconnaît. Et ça veut dire aussi réinventer les fonctions politiques en les détechnicisant. Un élu à la prospective, un élu à l'évaluation, un élu à l'expérimentation, un élu à la conduite du changement des organisations, un élu à la médiation et à l'arbitrage des conflits, etc., etc. Dans les obstacles, j'avais les dégâts d'ego. Après un mandat, on est peut-être là ou pas là. Il n'empêche que l'engagement pour la planète, il est important. Et que dans 10 ans, 20 ans, c'est aussi un héritage qu'on laisse aux autres. Les effets de ces décisions, on les verra peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. Il n'y a pas beaucoup d'élus qui... Sincèrement, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'élus qui disent je vais faire ce projet et puis après moi le déluge. Je ne crois pas. Je ne suis pas un politicien, c'est mon premier mandat, j'ai jamais eu de mandat avant. Et donc je me dédie à ça. Aujourd'hui, c'est un choix personnel. Justement pour ces sujets de transition écologique. Vraiment. Avant, j'étais au cadre dans l'industrie pharmaceutique et je vivais bien mieux que ce que je vis maintenant. Sauf qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant. Est-ce que c'est vraiment une question de personnes ou est-ce que on a nos sociétés, nos économies qui ont évolué et qui font que la place de la décision politique et de la gouvernance publique dans nos sociétés actuelles n'est plus à cette stratégie à long terme? Nous ne sommes pas assez à partir en formation et à le faire chaque année pour pouvoir mieux appréhender les sujets. Et c'est presque des nouveaux métiers.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait de la voirie, par exemple, c'est plus complexe qu'avant parce que dans la voirie, il n'y a pas que de la voirie. Il y a des espaces verts, il y a des aires d'infiltration d'eau. Et donc, forcément, nos métiers évoluent. Peut-être qu'il faut qu'on pense en termes de sobriété sur tous les projets. Et c'est peut-être le plus difficile aujourd'hui. Et de partager, y compris ces renoncements et y compris ces choix qu'on fait. On a su renoncer à un gros projet d'envergure qui était un centre aquatique, ce qui pouvait être un projet qui correspond un petit peu à des standards d'il y a quelques années ne peut plus être un projet d'actualité pour des raisons de contexte de crise à la fois écologique mais aussi de crise énergétique. On ne se transforme pas si on ne se transforme pas soi-même. Et se transformer soi-même, c'est transformer des organisations techniques et politiques. Moi, je pense que le récit, avant tout, il est politique. Qu'il y a urgence à rouvrir des espaces politiques pour nos élus partout. Et on sait que la seule façon de s'en sortir, ça va être dans la coopération, la démocratie et la considération de chacun. Il n'y a pas un élu qui ne mérite pas d'être abandonné dans cette histoire-là. À chaque fois qu'on parle de transition écologique, quand j'entends les discours, c'est un sacrifice. Comment on réussit à expliquer que ça peut ne pas être douloureux? Si on veut arriver à la neutralité carbone, il faut que les 10% des Français les plus riches baissent de 63% leur émission de CO2. Il faut que les 50% les moins riches la baissent de 3%. Donc, ce n'est pas un dialogue entre la puissance publique et les citoyens en général. Si on en est à se demander comment rendre les politiques climatiques acceptables, on ne va jamais y arriver. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on rend les politiques climatiques désirables? Comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit quelque chose que les gens veulent et désirent? Et pour ça, il faut évidemment transformer l'action climatique d'une contrainte en un projet. On estime qu'une société très inégalitaire, où les individus sont atomisés, isolés les uns des autres, est une société qui est plus vulnérable aux impacts du changement climatique, parce qu'un facteur essentiel de résilience, ça va être la cohésion sociale et la cohésion territoriale. Et c'est là encore, je pense, l'échelon intercommunal qui va permettre d'assurer une forme de cohésion territoriale et donc de renforcer la résilience de l'ensemble du territoire face aux impacts du changement climatique. Cette question de la justice, de l'équité dans l'effort, me paraît essentielle. C'est que les riches comprennent qu'il est aussi dans leur intérêt, face au changement climatique, de militer en faveur de la réduction des inégalités. Et que les riches sont aussi plus vulnérables eux-mêmes, et pas seulement les pauvres, aux impacts du changement climatique s'il y a de fortes inégalités dans la société. L'accompagnement, la concertation, la formation. Les industriels, les agriculteurs, les citoyens, les collectivités. Il faut le rendre acceptable. Toutes les stratégies environnementales sont focalisées sur l'évolution des modes de vie et les changements de comportement des ménages et des individus, en oubliant qu'ils sont aussi le produit de politiques publiques. On dit le ferroviaire est trop cher. Non, ce qui n'est pas assez cher, c'est l'aérien. Pourquoi? Parce qu'il est subventionné publiquement. Après, on va demander aux gens de changer leur comportement. C'est complètement aberrant. C'est difficile de mettre en place des politiques publiques qui peuvent être perçues comme trop contraignantes. Et donc là, on vient de faire une piste cyclable. J'ai vu passer 3 vélos. On a fait 10 km, ça dessert 10 000 emplois. On a mis 40 millions sur la table. Comment on transforme nos usages? On peine tous les jours à faire comprendre à nos habitants, à nos administrés que s'il y a un petit peu d'herbe sur le trottoir, et ben peut-être que c'est pas grave. Vous me mettez pas un parc d'éolien en co-visibilité avec mon jardin, la station d'épuration. Aujourd'hui, il faut organiser des renoncements. Si c'est en train de se tendre, s'il y a de plus en plus de conflits, on le voit sur la question de l'eau, c'est qu'une part de la société ne considère plus que l'État, que la puissance publique est légitime à organiser ces arbitrages. Pourquoi elle est plus légitime? Parce qu'elle privilégie certains intérêts au détriment d'autres. Donc si on ne rétablit pas un contrat social, on ne rétablira pas le contrat politique qui permet d'organiser la bifurcation environnementale. Il faut qu'on ait des politiques publiques à hauteur d'homme. Et être à hauteur d'homme, c'est sans doute proposer un chemin différencié, c'est-à-dire qui écoute ce qu'on peut faire ici. Il n'y a pas d'un côté l'acteur public bienfaisant et de l'autre côté une société qui traîne les pieds. Il n'y a qu'une même réalité sociétale dans la diversité de laquelle il faut travailler, parfois sous forme de régulation, d'autres fois sous forme d'incitation, d'autres fois sous forme de capacitation,
et toujours en démocratie, sous une forme permanente de délibération. Et de se dire que finalement, la transition écologique, c'est pas de la transition écologique, c'est une question de transition, y compris sociale, sociétale. Et que finalement, c'est cette approche-là, combinée et systémique, qui est pas simple. Chacun est sur une trajectoire. Il vient de quelque part, il a un contexte, il a des parties prenantes, des ressources, un héritage, et puis un compromis politique possible. Et chacun fabrique un agenda de transformation et est sur sa trajectoire. La notion de trajectoire, elle est essentielle, puisque ça veut dire qu'on est en mouvement. Et la transformation, c'est un mouvement. Si nous voulons qu'un certain nombre de choses demeurent, et en particulier l'habitabilité de notre planète, alors il faut que tout change. Donc, ne clivons pas trop nos débats politiques et ne soyons pas trop vite convaincus qu'il y a ceux qui ont compris et ceux qui n'ont pas compris, ceux qui veulent tout changer et ceux qui ne veulent rien changer, parce que il faut que tout change pour que tout demeure. La sobriété ou la modération, c'était une vertu absolument capitale dans l'Antiquité, une des plus hautes vertus. Les Grecs l'appelaient sophrosuné, ce qui signifie une pensée saine qui nous garde en vie, qui nous garde en santé. S'il n'y a pas ce retour sur le sens même de l'économie, sur le sens même du bonheur humain, de la satisfaction de ses désirs, je pense que les transformations écologiques en resteront finalement à des mots, des discours. Peut-être que la seule domination heureuse, c'est la domination que l'être humain peut avoir de lui-même. La domination de la nature, à mon sens, vire au malheur et doit être abandonnée comme telle.